réanimation. Les médecins ont dit que c'était à cause de la fièvre. Je leur ai dit que Fabian venait de se faire vacciner. Et le médecin d'urgence a immédiatement demandé à voir son certificat de vaccination. Au début, on m'a dit « Ce n'est rien de grave, il sera rentré chez vous d'ici quelques jours ». Son état est resté stationnaire jusqu'au samedi, puis dans l'après-midi, il a arrêté de respirer. L'hôpital m'a appelé pour me dire qu'il avait un œdème cérébral et qu'il fallait le transférer à Münster. Puis à Münster, ils m'ont dit « Votre fils était presque en état de mort cérébrale quand il a été admis chez nous. S'il s'en sort, ce ne sera plus le même. Il vaut mieux pour lui qu'il ne s'en sorte pas. » On a alors demandé à le faire baptiser sur place. Puis le lundi après-midi, ils ont débranché l'assistance respiratoire et il est resté dans mes bras jusqu'à la fin. Ils nous avaient dit que ça durerait 5 minutes une fois qu'ils auraient retiré le tube. Mais il a lutté encore 3/4 d'heure avant de mourir. Le rapport d'autopsie fait mention d'un œdème cérébral d'origine inconnue. Dans quelle mesure la mort du nourrisson était liée au vaccin hexavalent qui lui a été administré, les avis divergent. J'étais certaine que ça venait du vaccin, parce que jusque-là, il avait toujours été en parfaite santé. À Münster, ils ont fait toute une série de tests après son décès. Ils ont essayé de voir s'il ne s'agissait pas d'une maladie du métabolisme, mais ils n'ont rien trouvé. Donc la seule cause possible pour moi, c'était le vaccin. Notre première intuition était peut-être juste. Mais le médecin-chef a tout de suite écarté cette hypothèse en nous disant qu'il s'agit d'un vaccin autorisé qui a été testé. De plus, la vaccination remonte à trop longtemps pour qu'il puisse y avoir un lien. Non, il doit y avoir une autre cause. À Münster, ils ont aussitôt fait des recherches sur Internet. Ils ont pris cette histoire de vaccin au sérieux. Je crois qu'ils ont regardé la notice du vaccin. Ils nous ont dit que ce type de complications pouvait survenir 7 jours après la vaccination. Ils n'étaient pas en mesure de nous dire précisément si le vaccin était en cause, mais ils n'excluaient pas cette possibilité. Mach auf, Fabi. Bitte mach auf. Du brauchst nicht heimmachen. Du brauchst dich ausruhen. Öffne ein bisschen Pet. Du darfst dich heimmachen, ja? Warte ich doch fest. Du bist sofort wieder da. Fabi ist sofort wieder da. Elle n'arrive pas à comprendre que c'est fini, que Fabian ne reviendra plus. Elle s'imagine qu'un jour la porte va s'ouvrir et qu'il sera de nouveau là. Elle ne réalise pas vraiment qu'il est mort. Les parents de Fabian veulent que la mort de leur fils soit reconnue comme accident post-vaccinal. Ils ont décidé de faire appel à un avocat pour engager des poursuites judiciaires contre le fabricant du vaccin hexavalent. Il ne s'agit pas de diaboliser ce vaccin. Ce que nous voulons, c'est un vaccin plus sûr. Et si des erreurs ont été commises, nous voulons qu'elles soient reconnues et non passées sous silence. Ce procès est très important pour nous. Qu'on soit indemnisé ou pas, ce n'est pas ça qui fera revenir notre fils. J'ai toujours dit que je ne voulais pas d'argent. Ce n'est pas pour ça que je le fais. Ce que je veux, c'est que ceux qui sont responsables de la mort de mon fils, entre guillemets, paient pour ça. Peu importe qu'il soit interdit d'exercice ou que le vaccin soit retiré du marché. On ne peut plus rien faire pour notre fils, mais on peut empêcher que ça n'arrive à d'autres enfants. Presque chaque jour, des corps dont la cause du décès est inconnue sont transférés à l'Institut médico-légal de Munich et autopsiés sur demande du ministère public. Au cours des dernières années, des découvertes inhabituelles ont été faites sur les corps de plusieurs nourrissons. En 25 ans de carrière, le professeur Randolph Penning a autopsié plus de 10 000 corps. Il a récemment constaté une multiplication des cas d'œdèmes cérébraux chez les nourrissons, comme il n'en avait jamais vu depuis qu'il exerce.
En 2002, nous avons par hasard été amenés, en l'espace d'un mois, à examiner plusieurs corps d'enfants qui avaient été vaccinés peu de temps auparavant. Nous avons remarqué que leur cerveau était très dur. Et lorsque le cerveau d'un nourrisson est dur, c'est pour nous un signe qu'il est peut-être mort par asphyxie. Ni notre institut, ni la police criminelle ne pensions qu'il pouvait s'agir d'homicide. Mais les résultats que nous obtenions étaient suspects. Depuis l'introduction du vaccin hexavalent sur le marché, sur 120 enfants autopsiés, nous avons eu 6 cas de décès survenus le jour ou le lendemain de la vaccination. Cette multiplication des cas nous a alertés. Il y a environ 300 médecins légistes en Allemagne. On se connaît entre nous. J'ai eu l'occasion de discuter avec des collègues qui ont autopsié des enfants dans ce cas. Et d'après eux, tout semble indiquer qu'il y a un lien entre le vaccin hexavalent et les décès qui sont survenus le jour même ou dans les 48 heures qui ont suivi la vaccination. Le vaccin hexavalent protège contre la poliomyélite, la diphtérie, le tétanos, l'hémophilus influenzae de type B, la coqueluche et l'hépatite B. Un cocktail un peu trop explosif ? Alerté par la multiplication des cas de mort subite inexpliqués, l'EMEA, l'Agence européenne pour l'évaluation des médicaments, et l'Institut allemand de recherche Paul Ehrlich décident de mener l'enquête. Un ancien collaborateur de l'Institut raconte qu'un des 2 vaccins hexavalents commercialisés avait retenu l'attention des chercheurs. Je travaillais encore à l'Institut, à l'époque où le premier décès survenu suite à l'administration du vaccin Hexavac a été signalé. D'après moi, il n'y avait pas à tergiverser, le vaccin aurait immédiatement dû être retiré du marché. De son côté, l'EMEA a réuni un groupe d'experts qui a jugé qu'on ne disposait pas de données suffisantes pour pouvoir prendre une mesure aussi drastique. À la suite de quoi, l'Institut Paul Ehrlich a décidé de lancer une grande étude épidémiologique qui permettait de recenser tous les cas de mort subite du nourrisson. On a démarré l'étude en 2005. Et une semaine avant qu'on commence à recenser tous les cas de mort subite, l'EMEA a soudain publié un communiqué. Quand je l'ai lu, j'ai été très surpris. Le communiqué stipulait que la protection à long terme d'un des composants du vaccin Hexavac contre l'hépatite B était insuffisante. Sur les recommandations de l'EMEA, le fabricant a donc retiré le vaccin du marché, plus ou moins de sa propre initiative. En fait, la véritable raison pour laquelle ils ont retiré le vaccin, c'est qu'ils ne voulaient pas prendre le risque que d'autres décès surviennent et qu'ils apparaissent dans notre étude. Au final, ces cas de mort subite n'ont jamais vraiment été éclaircis. Mais de nombreux indices pouvaient laisser penser qu'ils étaient liés à un problème de vaccination. L'étude, qui doit se terminer fin 2007, ne fournira donc aucune explication sur les cas de décès suspectés d'avoir eu un lien avec le vaccin Hexavac, puisqu'il a été retiré de la vente. Un autre vaccin hexavalent est actuellement disponible sur le marché. Certains médecins légistes ont déjà signalé des cas de décès ayant eu un lien possible avec l'administration du second vaccin. Mais pour l'heure, il reste largement commercialisé. En Allemagne, le président de la commission permanente aux vaccinations, Hans-Josef Schmidt, ne croit pas à une possible corrélation entre le vaccin et les cas de décès inexpliqués. Il estime cependant que les données recueillies sur les effets secondaires des vaccins ne sont pas satisfaisantes. Je sais que nos vaccins sont sûrs. Que ce soit d'un point de vue scientifique ou pratique, leur innocuité ne fait aucun doute. Pour prouver qu'ils sont nocifs, encore faut-il que les méthodes de recensement des effets indésirables tiennent la route. Et très franchement, ce n'est pas le cas pour l'instant. Il y aurait donc des améliorations considérables à faire, mais évidemment, tout ça coûte de l'argent. Des essais cliniques doivent être effectués avant l'autorisation de mise sur le marché d'un médicament. Bien qu'ils soient réalisés sur un nombre d'enfants allant de plusieurs centaines jusqu'à 1 millier, ils ne suffisent pas à déceler les très rares effets secondaires qui pourraient survenir à long terme.
Ceux-ci ne sont visibles qu'après la mise sur le marché du médicament. Mais les autorités compétentes préfèrent rester discrètes sur les risques éventuels liés au vaccin. Aussi rare soit-il, il crée un sentiment d'insécurité au sein de la population. À l'Institut Paul-Ehrlich, on appelait ça la psychose du vaccin. Il s'agit d'une sorte de psychose ambiante. Si par malheur elle s'installe au sein de la population, cela fait chuter les taux de vaccination. Et là, on se retrouve avec des pathologies très graves qui auraient pu être évitées. Quand j'appelle à l'Institut pour avoir des renseignements, on me dit toujours, quoi? Des complications? Non. Mais les gens se méfient à force d'entendre qu'il n'y a jamais aucun problème. On banalise trop la vaccination. Ça crée un sentiment de malaise chez les gens. Si on veut lutter contre cette psychose du vaccin, il faut une meilleure évaluation des risques et une meilleure reconnaissance des accidents post-vaccinaux. Aujourd'hui, nous avons des cas de gens désespérés qui attendent plus de 10 ans avant d'avoir un rapport d'expertise médicale. Si on disposait d'un meilleur recensement des problèmes post-vaccinaux, on pourrait dire « Ok, nous connaissons ce problème. Il peut survenir dans des cas très rares et c'est terrible que cela vous soit arrivé, mais nous le reconnaissons. » En Allemagne, la question du vaccin fait débat. Tandis que certains journaux stigmatisent les risques potentiels liés au vaccin, d'autres évoquent régulièrement la réticence des Allemands face à la vaccination. Mais en réalité, le taux de vaccination en Allemagne est en constante progression. Au sein de la communauté scientifique, ceux qui se risquent à exprimer des doutes sont rapidement mis à l'écart. On s'est fait incendier par des personnes en lien étroit avec le service allemand des vaccinations. Il s'agissait de membres de la commission permanente aux vaccinations et de personnes qui n'admettent pas qu'on puisse dire quoi que ce soit contre leur vaccin. Mais à aucun moment, nous n'avons mis en cause des vaccins. Ce que nous avons pointé du doigt, c'est la combinaison de certains vaccins. C'est décourageant. Vous essayez d'engager une discussion scientifique et on vous met au rencard de la profession en vous faisant passer pour un troublion ou pour un cinglé. Connue autrefois sous le nom de phtisie, la tuberculose est au début de l'ère industrielle la première cause de décès en Europe. Les familles d'ouvriers confinés dans les villes, où l'épidémie se propage à une vitesse vertigineuse, sont les principales victimes de la maladie. L'espoir renaît parmi les malades lorsqu'en 1882, Robert Koch découvre l'agent pathogène responsable de la tuberculose. Dans un premier élan d'optimisme général, les bactériologues ont cru qu'ils pourraient en quelques années développer des vaccins contre toutes les maladies possibles. Au début des années 1880, Koch pensait que la tuberculine était le remède miracle contre la tuberculose. La tuberculine était en fait un extrait du bacille tuberculeux sous une forme un peu atténuée. Koch l'a d'abord testé sur des animaux, puis sur quelques patients, et ça fonctionnait. La maladie reculait. La seule erreur de Koch a été de ne pas tester une quantité suffisante de personnes. Quand peu à peu il s'est rendu compte que certains patients mouraient ou tombaient malades malgré l'injection de tuberculine, et même que son vaccin pouvait être dangereux, cela fut un échec cuisant pour lui. Très contagieux, les malades de la tuberculose sont isolés dans des sanatoriums. Des cures de plein air et une alimentation saine sont préconisées dans le traitement de la maladie. Le tout premier vaccin antituberculeux n'est mis au point qu'en 1921. Il s'agit du bacille de Calmette-Guérin, ou BCG, baptisé d'après le nom de ses inventeurs. Jusqu'à aujourd'hui, il s'agit du seul vaccin disponible contre la tuberculose. S'il n'est pas toujours efficace chez les adultes, il agit très bien sur les enfants. À l'heure actuelle, le BCG est principalement commercialisé dans les pays en voie de développement, où la maladie sévit toujours. En
En revanche, il n'est presque plus utilisé en Europe en raison de la diminution de l'incidence de la maladie et des possibles effets secondaires qui, dans les cas les plus graves, peuvent entraîner des troubles du système nerveux. En Allemagne, le vaccin contre le BCG n'est plus commercialisé depuis 1998.